savez, on dit souvent qu'en France, on a le meilleur système de santé au monde. Sauf que, un récent sondage, un récent classement indiquerait plutôt le contraire, ou en tout cas n'irait pas vraiment dans ce sens-là. Certains spécialistes d'ailleurs tirent la sonnette d'alarme sur la difficulté pour beaucoup de Français d'avoir accès aux soins, alors que le gouvernement lance d'ailleurs un chantier sur ce sujet. Sommes-nous encore bien soignés et tous bien soignés en France? C'est la question Conso, orchestrée aujourd'hui par Margot Bourdin. Mon docteur ne va pas très bien. La France, classée 15e au niveau mondial, c'est le verdict d'une revue scientifique qui a comparé la qualité des systèmes de santé de 195 pays dans le monde. Pendant 20 ans, les chercheurs ont évalué le taux de mortalité observé pour 32 pathologies, dont le décès peut en théorie être évité grâce à une prise en charge médicale rapide. Ça n'est pas une vision générale de son organisation, mais plutôt de son efficacité sur un certain nombre de maladies. Et en classant ces maladies et la façon dont on les traite, on arrive à un classement du système de santé qui effectivement amène aujourd'hui la France à n'être qu'au 15e rang, alors qu'il y a quelques années, elle était à un rang supérieur sur certaines de ces maladies. La majorité des pays d'Europe de l'Ouest se classent devant nous comme la Suède, la Norvège ou encore l'Espagne. En revanche, la Grande-Bretagne est à la 30e place et les États-Unis sont 35e. Mais alors, doit-on se réjouir de notre 15e place ? C'est pas un très bon résultat pour la France et cela traduit une difficulté d'accès aux soins dans notre pays qui s'est probablement aggravée pendant les dernières années. Selon l'UFC Que Choisir, la première raison à cela, c'est la fracture sanitaire qui s'accentue. Ces dernières années, trouver un généraliste à moins de 30 minutes de chez soi est devenu plus compliqué pour un Français sur 4. Et quand on regarde le cas des ophtalmologistes, des gynécologues ou encore des pédiatres, l'accès à ces spécialistes s'est complexifié pour près d'un Français sur 2. En France, les médecins ont une totale liberté pour s'installer là où ils le souhaitent sur le territoire. Et la conséquence de ça, c'est que chaque année, on a des médecins qui partent en retraite dans les zones rurales et des jeunes médecins qui s'installent plutôt dans les zones urbaines et favorisées. Et donc chaque année, finalement, l'accès aux soins recule parce qu'on a une balance qui est négative entre là où les médecins partent et là où les médecins s'installent. À cela s'ajoutent des difficultés financières pour les patients, principalement dues au dépassement d'honoraires pratiqués. Résultat, 25% des Français renoncent encore à se rendre chez leur médecin ou chez leur dentiste. Il serait urgent de fermer l'accès au secteur 2, c'est-à-dire la possibilité pour les médecins de fixer totalement librement leurs tarifs, qui crée des vrais problèmes d'accès aux soins pour les personnes défavorisées ou les classes populaires, et de uniquement laisser le choix entre le secteur 1, c'est-à-dire le tarif sécurité sociale avec des aides pour les médecins pour compenser, et puis le nouveau système de contrat d'accès aux soins, ou d'Optam maintenant, qui permet d'avoir des dépassements d'honoraires, mais régulés. Mais dans les hôpitaux français, il y a un autre problème. Depuis 2005, le financement des établissements ne repose plus sur un budget global, mais sur le principe de tarification à l'activité, c'est-à-dire au nombre de soins réalisés. Résultat, le volume des actes médicaux a augmenté au détriment parfois de leur qualité. Il faut aujourd'hui que les soins ne soient pas cherchés comme un facteur de rentabilité, mais au contraire comme un facteur de sécurité de la population, et l'organiser non pas pour qu'ils produisent de l'argent, mais pour qu'ils produisent des richesses humaines. Parce qu'il vaut mieux préserver un capital santé, il vaut mieux éviter à une personne d'être malade que de chercher à rentabiliser l'activité médicale. Autre possibilité pour améliorer encore un peu plus l'efficacité du système de santé français, il faudrait accentuer la pratique de la médecine en cabinet chez les étudiants. Aujourd'hui, les études de médecine sont centrées sur des facultés de médecine avec des cours théoriques et des stages qui sont exclusivement faits dans les hôpitaux, dans les centres hospitaliers universitaires. Or, l'exercice médical, il va se faire, pour l'immense majorité d'entre eux, dans des cabinets de ville. Le système de santé français, considéré en 2000 comme le meilleur au monde par l'Organisation mondiale de la santé, doit donc aujourd'hui relever de nombreux défis. Améliorer l'accessibilité aux soins devrait être l'une des priorités de notre nouvelle ministre de la Santé. Ah, c'est fou ça, Fabien, dans le reportage, on dit qu'en 2000, il y a 17 ans seulement, on était premier du classement. Oui. Ce qui a fait qu'on a dégringolé comme ça. On est 15e maintenant. Ils sont passés devant nous. Alors, je donne les premiers du classement. C'est l'Andorre, la principauté Andorre, l'Islande, la Suisse, Vienne. Beaucoup de pays d'Europe d'ailleurs, sur les 20 premiers du classement. Andorre, Islande, Suisse, 3 premiers.
Ouais. D'accord. Ensuite, des pays européens comme la Norvège, la Suède, l'Espagne, etc. C'est-à-dire sur les 20 premiers, en fait, il y a 18 pays européens. La France est 15e. Pourquoi ? Pourquoi avons-nous régressé comme ça ? À cause principalement de la lutte anti-tabac qui est mal positionnée en France. On est mauvais sur ce point-là. Oui, on est mauvais. On fume trop et on n'a pas tenté de promouvoir la cigarette électronique. À part moi, je dois être le seul en France pour dire que c'est un objet Parce que exceptionnel. les autres pays l'ont fait et ça a fait baisser les chiffres, c'est ça? Pas que, effectivement. Il y a eu aussi, il faut le rappeler, un certain nombre de décès par attentat en France, un peu plus que dans d'autres pays qui ont fait qu'on a régressé, car tout est pris en compte. Hein. Ah oui. Sur les critères de... Sur les critères, c'est pas simplement les 33 maladies, c'est les causes de décès aussi, les morts violentes. Donc, les États-Unis, par exemple, sont 35e, ils sont très loin. Certes, à cause des problèmes d'obésité bien connus aujourd'hui, mais aussi à cause de la mortalité violente, parce que le port d'armes là-bas est légal. Donc, il y a énormément de décès. Donc, ils ont régressé. Il y a beaucoup de facteurs. Parce qu'on comprend qu'il y a vraiment beaucoup de critères qui sont pris en Alors, compte dans ce oui, classement. oui, mais tu sais, sur 195 pays, ils sont 35e. C'est tout. Ça veut dire que tu te rends compte le nombre de pays qu'il y a derrière. L'Angleterre est 30e. Ils ont du mal à gérer l'accès aux soins pour les maladies cancéreuses, par exemple. Le Canada, le Japon, qui est très bien placé, ont régressé. Ils ne sont même pas dans le top 10. Qu'est-ce qu'il y a finalement en bas du classement ? Tous les pays du tiers-monde, ne serait-ce que l'accès à l'eau potable, c'est ça qui fait la grande différence. Car la moralité de cette histoire-là, c'est que l'écart entre les pays dits développés et riches, où l'accès aux soins n'est pas si mauvais, et en tout cas progresse petit à petit, et les pays, notamment les 30 derniers, c'est 30 pays africains. La République centrafricaine, c'est le dernier. Pas d'accès aux soins, manque d'hygiène, etc. Il y a beaucoup de problématiques gravissimes, ce qui fait qu'ils ne rattrapent pas. Les écarts se creusent, et donc les chercheurs se scandalisent de cet état de fait, et on ne fait pas grand-chose pour y remédier. Ouais. Gérard, si on revient à l'accès aux soins en France, il y a un chantier qui a été lancé la semaine dernière par le Premier ministre et la ministre de la Santé. Qu'est-ce qui a été dit ? Alors, ils sont partis du constat qu'en France, le problème n'est pas la couverture financière de l'accès aux soins, comme aux États-Unis ou en Angleterre, mais la diminution du nombre de médecins. Et donc, ça rend de plus en plus difficile pour des régions entières, des départements entiers, d'avoir un rendez-vous rapidement. Il arrive qu'un spécialiste soit 1 an et demi. Un généraliste, il faut faire des fois 25-30 km pour arriver à le voir. En généraliste, ça peut être urgent. On a un enfant malade, on ne se sent pas bien, on veut voir quelqu'un, 30 km. Et donc, comment remailler le territoire sur le plan médical pour les généralistes ? Parce que c'est là essentiellement le problème se pose. Alors, un certain nombre d'idées. Vous savez, ce qu'on appelle des maisons de santé, réparties sur tout le territoire. Vous pouvez y avoir plusieurs médecins, où c'est plus simple, il y a une secrétaire pour tout le monde, il peut y avoir en plus un dentiste, etc. Ouais. Il y en a actuellement 910. Dans les 5 ans, le nombre doit doubler. C'est un budget de plusieurs centaines de millions d'euros. Doubler, ça veut dire qu'on arrive à 1800 maisons. On en a comme ça 18 dans chaque département. On commence à mailler le territoire. Deuxième chose, il faut que les médecins soient présents un peu partout. Donc on va autoriser les médecins qui sont en ville, quelque part, à aller dans un deuxième cabinet, ailleurs, dans des déserts médicaux, passer une journée ou 2 jours. On va les autoriser parce qu'ils ont envie de le faire. Alors, ensuite, il y a les incitations. Ça fait partie du système. De même, les médecins retraités vont être autorisés à faire une journée, 2 journées dans ces maisons médicales. Là encore, il faut une incitation. Et les internes en médecine, qui faisaient des stages dans tous les services d'hôpitaux, c'est très bien, vont être astreints à un stage chez un généraliste. Et les généralistes vont être payés convenablement pour prendre le stagiaire. Avantage, c'est un métier extraordinaire, généraliste. Ça donne envie de le faire. Et enfin, et ça, c'est la porte ouverte sur l'avenir, la télémédecine, la médecine à distance. La télémédecine ou téléassistance. Hein, téléconsultation. On va peut-être arriver à ça. Oui, l'idée, donc, c'est effectivement, tu n'as pas besoin de te déplacer, surtout dans les déserts médicaux dont tu parlais. Eh bien, du coup, tu peux avoir accès à une consultation, un vrai médecin, mais par téléphone ou par Internet. Ça fait partie de ce plan santé. Jusqu'à aujourd'hui, il y avait eu des tentatives des gouvernements précédents. Le problème, c'est que ça n'avait pas très bien marché parce que la consultation n'est pas remboursée encore. Donc évidemment, c'est un grand frein. Alors là, les consultations vont commencer début 2018, donc dans quelques mois, entre l'assurance maladie
et les médecins pour Les essayer consultations de dans fixer... des discussions, alors. Hein, Les consultations, pardon. C'est pas les consultations de patients. Les consultations, les D'accord. réflexions, voilà, la manière voilà, les tractations vont débuter pour trouver un tarif qui conviendrait aux médecins et à la sécurité sociale, parce qu'évidemment, il va falloir rembourser les personnes qui auraient accès à ce service-là. La deuxième chose, pour que ça soit de plus en plus accessible à tout le monde, ça va être la généralisation des téléconsultations dans tous les EHPAD, donc les maisons de retraite, dès 2020. Donc ça va être assez vite là, en fait, pour permettre à toutes les personnes qui en ont le plus besoin d'avoir accès à des soins rapidement et des ordonnances aussi, sans forcément que le médecin passe dans la maison de retraite, parce que forcément là tout le temps. Bien sûr. Et juste peut-être une précision pour ceux qui voudraient voir comment ça fonctionne, on peut en avoir une idée puisque il y a un site qui s'appelle zavamed.com si je ne me trompe pas. Ouais, Zavamed avec un Z.com. Et alors ces médecins vous proposent une téléconsultation. Donc si chez vous avez besoin ou en vacances, vous êtes très loin de votre médecin ou dans un endroit où il n'y a pas le spécialiste que vous recherchez aussi. Pour les spécialisations, c'est pas mal. Tu as besoin d'un avis. Voilà, tu as besoin d'un avis. Tu consultes un médecin, il te rappelle soit par téléphone, soit par internet, par mail. Tu remplis un dossier très fouillé sur ton problème, tu peux mettre des photos, tu remplis des informations. Ouais. Le médecin te répond, peut te faire des ordonnances. Ah ouais, carrément. Tout à fait, donc c'est une vraie consultation. La grosse différence, c'est que tu n'es pas remboursé. Donc la consultation coûte en moyenne 25 € et de ta poche. J'ai vu ça dans des pays très reculés où il n'y a pas de médecin partout et ça marche hyper bien. La téléconsultation comme ça, une fois qu'on s'y met. On y viendra peut-être, mais là encore, ça fait encore des rapports humains en moins. Bien sûr. On y revient.